Alors, vous dites que vous ne parlez pas des Juifs, vous en parlez quand même, c'est vous qui m'en faites parler. D'accord. Ah, je parle. Il y a un chapitre quand même où vous rappelez que, et on peut vous suivre tout à fait là-dessus, que l'assimilation des Juifs a été un exemple. Des Juifs français. En même temps, oui, bien absolument. Sûr. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous dites que se dire un Juif d'affirmation, c'est déjà sortir du modèle, comme vous l'avez fait la dernière fois en recevant dans votre émission. C'est pas dans le livre. Ah non, j'allais vous le dire. Non, mais dans l'émission On n'est pas couché, vous receviez Bernard-Henri Lévy. Vous faites commencer quand même le communautarisme très tôt. Je veux dire, on sort du modèle dès lors qu'on se dit un Juif d'affirmation, dès lors qu'on se dit Juif. Écoutez, j'ai écrit un livre, le précédent, qui était un roman, qui s'appelait Petit Frère, d'ailleurs pour lequel vous m'avez reçu. Absolument. Et dans lequel j'avais déjà expliqué tout ça. Je vais aller très vite, puisque je pense effectivement que le modèle assimilationniste français est très exigeant. Il n'est pas sans contrainte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'est pas sans danger, non plus, j'en suis conscient. Il est, ce qu'a défini le duc de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu. C'est ça le modèle français, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et les Juifs français l'ont adopté avec enthousiasme. Parce que ça les émancipait. Mais avec une certaine souplesse dans l'application. Non. Mais non, vous savez bien. Pas du tout. Vous savez bien qu'il y a 20 ans, on pouvait mettre une kippa dans une cour de récréation. On pouvait vous me laissez pas finir. David ou Salomon. Oui, mais je ne parle pas d'il y a 20 ans. Non, mais laissez-moi finir. Je vous parle du modèle français israélite, c'est-à-dire du 19e siècle et au début du 20e siècle. Depuis les années 70, après la guerre des 6 jours, après mai 68, dans les années 70, il y a un mouvement dans les Juifs français pour desserrer l'étau assimilationniste et pour justement venir dans... Qu'est-ce que c'est la laïcité française? C'est la différence stricte entre l'espace privé et l'espace public. Quand vous me dites une kippa dans la cour de récréation, elle n'a rien à y faire. C'est la religion dans l'espace public, elle n'a rien à y faire. C'est aussi choquant qu'un voile, c'est aussi choquant qu'une burqa. Ça a très bien fonctionné jusqu'à présent parce que les Juifs ont été suffisamment intelligents pour s'assimiler tout en gardant une certaine culture. Ce n'est pas les Juifs qui ont été assez intelligents, c'est la République française qui a été tolérante parce qu'elle culpabilisait de la guerre 40. Seulement, derrière cette tolérance, ce dont se sont pas rendus compte les Juifs français, c'est qu'ils ouvraient un boulevard à une autre religion qui, elle aussi, ne connaît pas la différence entre le privé et le public, qui, elle aussi, n'a pas en plus l'histoire des Juifs français en France depuis des siècles, et qui veut s'affirmer, et qui, elle aussi, dit on veut comme les Juifs, on veut pouvoir avoir demander aussi des plats halal dans les cantines des écoles, dans les cantines des entreprises, partout. On veut pouvoir avoir des restaurants halal partout. On veut pouvoir sortir en voile. Islam d'affirmation, mon cher. Éric Zemmour, comme la calotte. Éric Zemmour. Voilà. Donc on arrête cette discussion parce qu'on sort du livre. Si, on sort du livre. Je suis pas là pour venir parler de ça. Je suis venu parler de mon livre. Éric Zemmour, juste un mot là-dessus quand même. Moi, j'ai l'impression d'un peu de naïveté dans votre propos. Parce que je vais vous dire, vous êtes, vous évoquez votre judaïsme presque comme un israélite français, justement, chose que vous revendiquez, mais vous êtes dans le regard aujourd'hui de beaucoup de monde, quand on regarde un peu sur Internet, tout ce qu'on peut dire sur vous quand on vous attaque notamment, un sioniste, un juif, vous êtes peut-être plus encore étiqueté comme aujourd'hui un juif d'affirmation. Mais mon cher Yves, vous avez raison. Vous voyez? Non, alors mais ça c'est un argument trop facile. Bah oui, mais non, c'est un argument trop facile. C'est pas un argument trop facile, c'est la réalité des choses. Oui, c'est la réalité du débat aujourd'hui, tel qu'il a été. Oui, mais il faut aller au bout. Tel qu'il a été instauré par le communautarisme généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans de ce que je décris, effectivement, vous avez raison, on ne peut plus débattre aujourd'hui, on est d'abord ce qu'on est. Ça, c'est la conséquence de l'antiracisme, du droit à la différence, qui nous a ethnicisés, qui nous a communautarisés. Mais je l'ai raconté tout ça. Donc je suis la victime. Je suis la victime,
Attention, c'est pas la même chose. Je suis la victime de ce que je dénonce. C'est pas pareil. On peut pas me renvoyer ça en disant mais vous êtes un rigolo. Non, je suis la victime de ce que je dénonce et de ce que j'ai dit. Mais dans votre livre, à un moment donné, vous dites que vous posez des questions en tant que juif d'Algérie, originaire d'Algérie, et vous interrogez mais par rapport à votre identité juive. Mais l'assimilation ne veut pas dire la disparition de son identité juive. On est d'accord. Ah, on est d'accord. Heureux de vous l'entendre. Encore une fois, fois, c'était pas évident dans ce que vous écrivez. Mais vous comprenez mal, pardonnez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. J'essaye d'écouter ce que vous dites et de lire ce que vous écrivez. D'ailleurs, c'est un livre qui est, qui est un livre bien écrit, qui est avec du style, qui est très pertinent sur bien des points, qui est un peu nostalgique, parce que vous dites mélancolie. Alors, bon, vous faites remonter la rupture à Waterloo. C'est vrai, vous dites que c'était mieux, la chanson française, c'était mieux Brassens, Ferré et je suis pas le seul à le dire. Et d'autres plutôt que la chanson contemporaine. Vous dites que Poussin, c'était mieux que Picasso. C'est mon goût. Non, que De Gaulle, c'est mieux que Malraux. Très bien. Non, mais attendez, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir excusez-moi, d'avoir un goût particulier. Très bien, très bien. Non, mais moi, je vous rejoins sur pas mal de choses. Bon, alors. On m'a demandé un jour comment j'étais français. J'ai dit par Hugo, par Brassens et par Rachy. Mais on sera d'accord sur Hugo. Ah, mais sur Rachy aussi. Non, mais Rachy, c'est un juif français qui existait ici depuis. Mais vous avez. Parce que quand vous parlez. Mais vous avez 100 fois raison. Aujourd'hui, ce serait communautariste. Pas du tout. Il est très français. Il vivait en 1040. Mais voilà. Mais non seulement je vous suis, mais je vous approuve. Je vous rappelle que Rachy, en fait, a mis énormément de mots français dans ses commentaires de la Torah. Et qu'en plus, ce sont les rabbins français de Troyes qui ont imposé aux juifs français dès le XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, de renoncer à la polygamie pour s'aligner justement sur le modèle monogame chrétien. C'est exactement ce que je défends, exactement. Alors, oui. En plus, avec du style, avec une clarté bien d'accord, très française, avec exactement. Un amour du vin, il était vigneron. Eh ben alors, mais on est d'accord là. À 1040. Mais on est bien d'accord. Il nous reste peu de temps et on va quand même essayer d'avancer un peu dans le débat parce que votre dernier chapitre, il est consacré beaucoup à la place de l'islam dans la République, à cette immigration d'origine notamment maghrébine. Et je vais citer une phrase de votre livre en page 247 qui dit « Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leur turban et leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, essayez d'agréger de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Français sont des Français, les Arabes sont des Arabes. » Ça, c'est une phrase du général de Gaulle que vous citez dans votre livre, qui est dans un certain contexte, qui est celui... On est en 1960, de l'Algérie. La guerre d'Algérie. Bien sûr. Quand vous la reprenez aujourd'hui, et que vous semblez quand même plutôt adhérer à cette vision... Je pose une question, vous avez vu après. Vous posez une question. Je dis après, est-ce qu'il a... L'homme qui a toujours eu raison, est-ce qu'il aura raison encore pour ça? Alors votre réponse là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on n'arrive pas à se mélanger entre les Français et les Arabes en France, comment on fait? Écoutez... Votre livre est un peu paniquant sur ce point. Ah non, mais mon livre est très pessimiste, je vous l'accorde volontiers. Écoutez, c'est très simple, c'est pas seulement, si vous me permettez, c'est un peu réducteur de dire que c'est sur l'islam, parce qu'en fait... je crois, dans mon dernier chapitre, avoir établi que nous retrouvons deux phénomènes fondamentaux de l'histoire de France, qui remontent à plusieurs siècles. Le premier élément fondamental, qui est le dynamisme démographique. C'est-à-dire que la France a toujours été la grande puissance démographique de l'Europe, jusqu'au XVIIIe siècle. On l'appelait la Chine de l'Europe. Il y a eu un creux au XIXe, comme par hasard, vous savez, à partir de 1812, de la campagne de Russie. Ça vous intéressera. Et que ce creux n'est reparti, vous savez quand? Ça va encore vous agacer, qu'en 1942. Et depuis, nous sommes le pays le plus dynamique démographiquement d'Europe. Dans 20 ans, nous serons 80 millions et l'Allemagne sera 60 millions. Donc ce dynamisme démographique redonne la prééminence à la France en Europe. Mais ce dynamisme démographique est fondé en grande partie sur, contrairement à ce que prétendent ceux que j'appelle les Lysenko de l'INED, qui nous disent que c'est 0,1% l'influence de l'immigration sur la démographie française, c'est comique, quoi. Donc, c'est évidemment
essentiellement sur l'immigration. Vous pouvez donner un chiffre qui est de 40 millions en 2050. Jean-Paul Gourevitch. C'est pas moi, hein, Jean-Paul Gourevitch, un démographe réputé, dit qu'il y aura entre 30 et 40 millions d'arabo-africains en France, sur une France donc de 80 millions. Hein, vous voyez les quotas. Si on n'a rien changé en Afrique, si il y a tout les flux migratoires restent les mêmes, sûr, etc. Mais tout ça va évidemment rester les mêmes. On est comme ça depuis 20 ans, vous savez. Bon, bref, passons. On n'est pas là pour parler politique. Non, alors, donc, premier élément, le dynamisme démographique. Deuxième élément, ce qui me fascine, ce qui me terrifie et me fascine, c'est que la France est le pays des guerres civiles. La France est le pays des guerres civiles, il y a beaucoup d'explications, des explications sociales, des explications historiques. Il y a une explication que je trouve très intéressante d'Emmanuel Todd, qui dit que c'est parce que nous sommes le seul pays à avoir deux modèles familiaux, à avoir eu longtemps deux modèles familiaux différents qui s'opposaient. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons nos deux modèles familiaux entre le modèle exogame français, c'est-à-dire que ce que les anthropologues appellent l'échange des filles, vous savez, on donne nos filles, c'est le modèle français, et le modèle endogame musulman, qui garde ses filles pour les cousins. Donc vous voyez, il y a de nouveau deux affrontements de modèles familiaux. Merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une uniformisation de certaines régions, l'exemple typique étant la Seine-Saint-Denis. D'après Michel Tribala, la démographe que je cite, et qui va sortir un livre bientôt là-dessus, on aura dans 20 ans, dans 10 ans, 90% de la population de Seine-Saint-Denis, par exemple, qui sera arabo-musulmane. Africaine ou arabo-musulmane. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé avec les Juifs, d'ailleurs, qui quittent les quartiers, qui quittent la Seine-Saint-Denis après l'intifada de 2000, vous vous souvenez? Et les Français font ça depuis très longtemps. Tous les Français font ça depuis très longtemps. Depuis 20 ans, il y a un départ petit à petit qui s'accélère. Donc, il y a une uniformisation ethnique, religieuse, dans certaines régions de France. Et moi, je pense, au vu de l'histoire de France, au vu du dynamisme islamique aujourd'hui, qu'il y aura des revendications juridiques, politiques. Dans ces territoires. Dans ces territoires, et que, je finis, en général, on a déjà connu ça dans l'histoire de France. C'est quoi les revendications? Par exemple, une autonomie, une différence. L'autonomie de la Seine-Saint-Denis. Mon cher Yves, l'islam ressemble en cela au judaïsme. C'est que sa loi religieuse est aussi son code civil. Enfin, les Juifs à Deauville, c'est une blague qui demandent l'autonomie à Deauville. Je vous le dis. C'est une blague. Mais parce que, justement, on en revient à notre discussion de tout à l'heure. Les Juifs ont renoncé à ce que leur Torah soit le code civil. Donc, il y a une partie des musulmans qui n'ont pas renoncé à cela. Et donc, on le voit déjà en Angleterre, avec des revendications d'application de la charia, la religion est un code civil. Et je ne vois pas pourquoi ils ne demanderaient pas. C'est ça le danger. Et je vous disais, on a déjà connu ça en France. Le fameux siège de La Rochelle, vous savez, dans les Trois Mousquetaires, par Richelieu, c'est parce que La Rochelle, qui était une république, qui était une ville protestante, a demandé un statut de république autonome, en fait, avec des lois spéciales, avec une religion différente de celle des autres. Et ça s'est fini par un siège sanglant. Et ce que je dis, on revient à Rome, parce que la chute de Rome, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des populations immigrées, à l'époque c'est des Goths, des Wisigoths, qui venaient travailler depuis des siècles, et qui, à partir du IVe siècle, ont basculé dans la revendication d'autonomie. Ça s'est fini en des royaumes indépendants. Alors vous terminez en disant, il va y avoir une guerre civile, une menace de guerre civile. Voilà. Alors c'est quoi une guerre civile? Qu'est-ce que vous entendez par là? Une guerre civile, c'est une guerre civile. C'est-à-dire des affrontements. Vous savez, André Gérin, le maire communiste de Clichy-sous-Bois, je crois, je ne dis pas de bêtises, dit dans son livre, ce que je vis à Clichy-sous-Bois, c'est tous les jours des actes de guerre civile. Quand il y a des émeutes de banlieue et qu'ils tirent sur des policiers, qu'est-ce que c'est? Je veux dire par là que ça, c'est très dangereux. Je crois que nous allons vers des situations dangereuses. Je ne dis pas que je le souhaite, je ne dis pas que ça va forcément arriver, je le crains. C'est ça que j'explique, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites de ces centaines de milliers aussi de musulmans qui vivent en France et qui s'intègrent et qu'on retrouve dans les universités, dans le monde associatif, maintenant en politique, qui deviennent ministres, tout ceux-là qui sont peut-être aussi l'espoir de l'intégration. Vous avez tout à fait raison, ils sont l'espoir de l'intégration. Mais ils ne sont pas dans votre livre. Ah, ils ne sont pas dans mon livre parce qu'ils sont dans mon livre. Eux aussi, dès qu'ils peuvent, ils fuient ces quartiers. Eux aussi, vous avez tout à fait raison. Il y a une partie des musulmans aujourd'hui qui fuient comme leurs compatriotes catholiques, juifs, qui fuient ces quartiers. Vous avez tout à fait raison. Et eux, ils veulent s'intégrer. Ils veulent
adopter le modèle Il y a beaucoup français. de juifs qui sont partis de Sarcelles à Neuilly aussi. Mais bien sûr, mais vous voyez, bien sûr. parce que Mais bien sûr. à un moment donné aussi, Oui, le ghetto fatigue. oui, le ghetto fatigue. Et puis quand on réussit dans la vie, Non, mais vous avez raison. pour reprendre une formule Mais de vous Jacques avez- Séguéla, on part à Neuilly. Absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est pas seulement parce qu'on réussit. On réussit un peu mieux, oui, mais c'est aussi parce que la vie devient impossible, qu'il y a une empreinte et une surveillance des filles par les grands frères, des imams qui surveillent, sans parler des bandes de délinquants. L'ambiance est difficile, tout le monde le sait. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de musulmans qui veulent devenir français, qui veulent vivre à la française, mais qui fuient eux aussi. Alors Éric Zemmour, on a encore beaucoup de questions à vous poser, mais on est obligé d'arrêter là. D'abord parce qu'on ne peut pas évoquer des problèmes politiques, c'est le premier tour des élections régionales. C'est dommage d'ailleurs que votre livre ne soit pas paru pendant ou avant le lancement du débat sur l'identité nationale, parce que c'est vrai qu'il évoque le débat sur l'identité nationale finalement focalisé sur l'immigration, et vous évoquez le problème, la question culturelle, la question historique, la question démographique, et voilà, c'est un livre qui a du style en plus, il y a une culture historique, il y a beaucoup de choses qui irritent, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et en tout cas je ne suis pas d'accord, et je l'ai exprimé tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Mélancolie française aux éditions Fayard de Noël. Comme je vous le disais, à l'européenne, c'est-à-dire avec des États-nations qui incarnent des projets civilisationnels et qui ne veulent pas céder et qui utiliseront un jour les armes pour ne pas perdre leur impérium. Et puis, nous avons, et nous vivons, et là nous sommes en première ligne, et vous allez le comprendre pourquoi, nous vivons un autre conflit de civilisation, une autre guerre de civilisation entre l'Europe et l'islam. C'est d'ailleurs mon seul désaccord avec Huntington. Huntington dit l'Occident, je comprends très bien pourquoi. Il a raison stratégiquement d'ailleurs, puisque les Américains gouvernent les Européens et donc sont aux ordres des Américains. Mais il a tort parce que sur un point, c'est-à-dire que je pense que c'est l'Europe qui est la cible. Et ce ne sont pas les États-Unis qui sont trop puissants et qui sont trop bien protégés. En revanche, l'Europe est la cible d'une guerre de civilisation que nous mène l'islam, qui a ses racines très profondes, qui remontent tout simplement au début de l'islam, au 7e siècle, au 8e siècle. Dès le début, il y a cet affrontement entre l'islam et le monde chrétien pour d'abord savoir qui a la vérité, qui a la vérité révélée, qui a le vrai rapport avec Dieu et accessoirement, si j'ose dire, qui doit dominer l'autre. C'est un conflit millénaire qui a eu des vainqueurs successifs, avec des vagues successives de combattants, les uns gagnant, les autres perdant. Et c'est un conflit qui arrive jusqu'à nous, aujourd'hui. L'islam n'a jamais admis d'avoir perdu la bataille de la modernité. Depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte jusqu'à la colonisation, c'est un choc inouï pour l'islam, tout simplement parce que l'islam se considère comme une civilisation supérieure, se considère comme l'enfant chéri de Dieu. Vous savez, c'est Rémi Braque qui m'a expliqué ça. Dans le Coran, il y a une histoire qui d'ailleurs qui n'est pas ni dans l'Ancien Testament ni encore moins dans le Nouveau, où Dieu convoque les hommes avant la création du monde. Et il leur dit, voilà, je vais créer le monde, je vais créer l'humanité, mais c'est seulement si vous êtes tous musulmans. Et donc il y a un rapport très fort entre l'islam et la création du monde. On comprendra pourquoi, et on comprend mieux en connaissant cette histoire, pourquoi l'apostasie est strictement interdite en islam. Puisque tout simplement,
un musulman qui change de religion, qui abandonne l'islam, c'est comme s'il mettait en danger la création du monde et de l'humanité, évidemment, dans leur conception du monde. Donc, il y a cette assurance de sa supériorité et l'islam ne comprend pas pourquoi, en étant supérieur aux autres, il est inférieur politiquement, militairement, technologiquement, scientifiquement, intellectuellement. C'est ce contraste-là qui est au cœur de notre histoire. Et c'est ce contraste-là qui fait que l'aspiration à la revanche est absolument inaltérable. Je citais Samuel Huntington tout à l'heure, et dans son livre sur le choc des civilisations, il cite une très jolie phrase d'un leader islamiste, je crois irakien, à qui on demande la différence de ses combats. L'un, c'est contre les chiites, et l'autre, c'est contre l'Occident. Et il a cette réponse magnifique qui donne une perspective à ce qui nous arrive. Il dit, je suis l'adversaire des chiites pour aujourd'hui, et je suis l'adversaire de Rome. Dans son vocabulaire, Rome, c'est évidemment nous, jusqu'au jugement dernier. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une dimension, on est au-delà du conflit de civilisation. Il y a cette dimension-là eschatologique, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas religieuse, tout bêtement, cette guerre de religion fondamentale entre l'islam et le christianisme. Et on peut dire qu'il y a toujours eu ce conflit, et que le conflit qui a été le conflit de la colonisation, le conflit de la décolonisation, le conflit du tiers-mondisme, les plus vieux d'entre nous se souviennent du tiers-monde, de l'habillage marxiste et nationaliste que prenait ce combat dans les pays arabo-musulmans, n'était qu'un habillage. Qui était en fait simplement la lutte de l'islam pour sa revanche. Je vais vous donner un seul exemple très simple. Le journal du FLN pendant la guerre d'Algérie s'appelait El Moudjahid. Et El Moudjahid, c'est évidemment celui qui fait le djihad. Pourtant, les dirigeants du FLN s'affirmaient, se croyaient peut-être d'ailleurs, marxistes et nationalistes. Et pourtant, ils appelaient leur journal El Moudjahid. Donc, évidemment que la décolonisation était déjà une revanche contre cette victoire de l'Occident chrétien à partir de l'expédition de Bonaparte en 1798. Ce qu'il faut, si vous voulez, bien assimiler, c'est que simplement la grande différence avec ce qui se passait autrefois, c'est qu'il y a des nouvelles armes à cette revanche. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qui justifient aux yeux de l'islam que le moment est venu de prendre leur revanche sur l'Europe chrétienne. Il y a eu deux faits majeurs. Le premier, c'est le pétrole. Le pétrole qui donne des fortunes à l'Arabie Saoudite, à tous les pays du Golfe, et qui va permettre à l'Arabie Saoudite de répandre l'islam, sa conception de l'islam. Alors on en reparlera après, pour voir les nuances de l'islam, du salafisme, etc., sur lesquelles ces différences-là, on joue beaucoup, et pour moi, elles sont beaucoup plus marginales qu'on ne le dit en général. Mais en tout cas, cet argent a permis d'islamiser en masse et de réislamiser des gens qui l'étaient moins, qui avaient perdu un peu le contact avec leur foi. Et deuxièmement, cet argent et ce pétrole est vu comme un signe de la providence. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le matériel qui est assuré, c'est aussi pour l'islam la preuve que Dieu est de nouveau avec eux. Si le pétrole a été extirpé par des Occidentaux dans leur sous-sol, c'est que Dieu est intervenu. Et que Dieu, donc,
est de nouveau dans le camp de l'islam. Parce que vous savez, les défaites successives des pays arabo-musulmans sous la botte colonisatrice européenne ont ébranlé les masses et les élites musulmanes. Ça signifiait que Dieu les avait abandonnés. C'est d'ailleurs, les musulmans ne sont pas les seuls à réagir ainsi. Dans les siècles passés, tout le monde réagissait ainsi. Dans l'Ancien Testament, on raconte que quand le peuple hébreu se battait, quand Moïse levait les mains, le peuple hébreu gagnait. Quand Moïse baissait les mains parce qu'il était fatigué, il perdait. Et donc, 2 hommes sont venus soutenir les mains de Moïse. Tous les peuples des anciens temps pensaient que leur Dieu leur donnait la victoire à la guerre. D'ailleurs, on connaît la célèbre histoire de Clovis, qui, justement, à la bataille de Tolbiac, dit « Si Dieu, le Dieu de Clotilde, tu me donnes la victoire, eh ben, je me convertirai au catholicisme. » C'est d'ailleurs le christianisme qui a déconnecté son Dieu des victoires et des conquêtes, etc. On pouvait être perdant et on ne renonçait pas au Dieu et à Jésus-Christ. Donc c'est une mentalité assez classique qui a perduré en islam et qu'il faut bien comprendre que lorsque, au XIXe siècle, les puissances colonisatrices européennes ont gagné, ça a ébranlé l'islam. Et il y a eu, à la fin du XIXe siècle, une tentative de renouvellement de l'islam dans un sens plus occidental, plus européen, plus proche d'une espèce de libéralisme à l'occidental. Il faut savoir que ce mouvement a été laminé et a échoué. On y reviendra d'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il y avait ainsi une tentative de mettre, selon le modèle chrétien, la raison, à l'époque c'était la raison des Grecs, dans la foi. Il y avait déjà eu au IXe siècle une tentative similaire, c'est la fameuse bataille des Moutazalites, et qui ont eux aussi échoué. C'est-à-dire que l'islam a toujours obstinément refusé de mettre la raison dans la foi. C'était d'ailleurs ce qu'avait rappelé le pape précédent dans son fameux comparaison, dans sa fameuse évocation plutôt, de la discussion de Ratisbonne qui avait fait tant scandale. Il avait on ne peut plus raison. L'islam a toujours refusé obstinément cette incursion, cette introduction de la raison dans la foi. Donc, nous savons, la première chance, si j'ose dire, la première vertu, c'est l'argent et c'est le pétrole. Le deuxième signe que la revanche est prête, c'est le nombre, c'est-à-dire la démographie. Il y a, évidemment, ça aussi ça vient de nous, ça aussi ça vient de la colonisation. À partir du moment où les Européens commencent à apporter la médecine, les vaccins, etc., il y a une explosion démographique dans tous les pays colonisés et donc dans tous les pays d'Afrique et donc dans tous les pays arabo-musulmans. Pour vous donner une idée de la transformation inouïe et de la transformation du rapport de force entre aujourd'hui et hier, quand les troupes françaises de Charles X arrivent en Algérie en 1830, la population française atteint 28 millions d'habitants et en Algérie, il y a 2 millions d'habitants. Vous comprenez mieux que ce n'était pas si difficile que ça d'occuper et de coloniser. Aujourd'hui, vous savez, les chiffres sont inversés, c'est-à-dire qu'on a, je crois, dans tout le Maghreb, 40 millions et que surtout, à l'horizon 2050, il y en aura 130 millions. Pareil pour l'ensemble de l'Afrique. Dans les années 60, il y avait 500 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, c'est 1 milliard. Et en 2050, ça sera 2 milliards. Pour vous donner une perspective, c'est-à-dire que, vous voyez, si seulement 10% des 130 millions de Maghrébins viennent en France, ça fait 13 millions. 13 millions, ça fait basculer complètement le sort de la France. C'est rien, 10%. Et surtout, ce nombre est
exactement comme le pétrole, comme l'argent, prouve que Dieu est de nouveau revenu dans le même camp. C'est toujours la même logique. C'est toujours la même logique providentialiste. La puissance, le nombre. Ce qui prouve que Dieu est de nouveau revenu dans son camp d'origine, pour parler comme les musulmans. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? En France, vous avez un pays qui est complètement désarmé depuis une quarantaine d'années. On pourrait revenir plus loin, mais ça nous mènerait trop loin, c'est le cas de le dire. Qui s'est désarmé intellectuellement, moralement, spirituellement, mais aussi depuis 20 ans militairement, administrativement. Nous avons un État à la fois omnipotent, obèse et en même temps impuissant. On a ce paradoxe incroyable qu'on n'a jamais connu en France. On avait des voisins qui avaient un État faible. On se moquait toujours des Italiens qui n'avaient pas d'État. Vous connaissez le mot célèbre de Mussolini, ce n'est pas difficile de gouverner l'Italie, c'est inutile. Donc on aimait bien se moquer des Italiens, on les aimait bien et puis en même temps on se moquait d'eux. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien pire que la leur. Nous avons un État qui fait encore semblant d'être un État, donc qui pèse sur les gens. Je ne parle pas seulement de fiscalité, je parle aussi de liberté individuelle, etc. Il y a par exemple les législations liberticides de la liberté d'expression qu'on connaît en France sont inconnues dans un pays comme l'Italie. Il y a une liberté de parole en Italie, je ne parle même pas de l'Angleterre, des États-Unis, qui n'existe plus en France. Voilà. Et en même temps, on a un État impuissant avec une police qui ne peut pas rentrer à la grande borne, alors qu'on a failli tuer un policier. C'est ça la situation française. Nous avons aussi un désarmement historique, je veux dire culturel. Nous sommes le pays qui a fait campagne pour interdire à l'Europe de reconnaître ses racines chrétiennes. Nous sommes le pays qui a une conception de la laïcité tellement devenue folle qu'il ne veut pas reconnaître que la France a été faite par le christianisme et par l'Église. Au départ, la laïcité, on pouvait tout à fait légitimer la laïcité contre le cléricalisme, contre le pouvoir de l'Église dans l'État. Tout ça se défendait intellectuellement et politiquement. On pouvait même défendre la laïcité, qui était une conception de la discrétion des religions dans l'espace public pour préserver la paix publique. Après tout, moi j'ai encore grandi, et je n'ai pas 120 ans, contrairement aux apparences, j'ai encore grandi dans un pays où, quand j'étais petit, dans les années 60, personne n'affichait ostensiblement sa religion. Ça nous paraissait tous normal. C'était une conception saine de la laïcité qui reposait sur la discrétion des religions dans l'espace public. Tout ça est terminé. Et en même temps, nous sommes le pays qui avons une conception tellement folle de la liberté individuelle que nous avons renoncé à défendre notre modèle collectif, uniquement au nom de la liberté individuelle, au nom d'une certaine conception complètement jusque-boutiste de la liberté de chacun, au nom d'une conception complètement folle de ce qu'on appelle avec emphase les droits de l'homme ou l'état de droit. Il faut bien que vous compreniez, quand vous entendez ces mots, qu'on vous raconte n'importe quoi. Ou plutôt, qu'on vous raconte quelque chose qui n'existait pas il y a encore 40 ans. Les mots n'ont plus le même sens. On a beaucoup glosé sur les droits de l'homme depuis la déclaration de la Révolution française. J'ai relu pour ma chronique hebdomadaire dans le Figaro le texte tout à fait admirable de l'anglais Burke sur justement la déclaration des droits de l'homme, qu'il est un des premiers à voir tous les dangers qu'elle recelait, tous les paradoxes et toutes les conséquences funestes qu'elle pouvait avoir. Il avait très bien vu comment cette déclaration des droits de l'homme allait déstructurer
chaque homme, comment il allait l'arracher à ses racines, à ses traditions. Mais encore sous la Révolution française, c'est une conception assez équilibrée. C'est-à-dire qu'on parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une conception du collectif qui corrige la seule autonomie de l'individu. Le citoyen étant là pour rappeler qu'on n'est libre que dans le cadre de la participation au pouvoir de tous, de la République, et qu'on garde un certain sens commun, un certain sens de l'intérêt général. Ça, c'est la conception traditionnelle républicaine, qui tente encore de faire la synthèse entre les droits de l'homme, stricto sensu, et la citoyenneté républicaine et la participation au pouvoir. Aujourd'hui, nous vivons sur les mêmes mots. Les mots n'ont pas changé. Les mots sont toujours déclaration des droits de l'homme, on oublie de citoyens, et état de droit. L'état de droit, au début, c'est simplement l'habeas corpus, c'est-à-dire le fait de se protéger d'un pouvoir excessif, d'un pouvoir qui vous enverrait à la Bastille pour 3 fois rien. C'est ça l'état de droit. Aujourd'hui, les droits de l'homme et l'état de droit, c'est pour permettre uniquement aux individus de revendiquer tout et n'importe quoi, et de s'autoriser tout et n'importe quoi, et la société doit se soumettre à ses caprices. On l'a vu il y a encore 3 ans avec cette trouvaille admirable du mariage pour tous. Si vous voulez, on voit bien que là, on arrive aux limites extrêmes des pseudo-droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont devenus le caprice de chacun, de faire ce qu'il veut, de demander ce qu'il veut, même d'exiger n'importe quoi. Je veux un enfant, oui, tu vas l'acheter sur catalogue, et voilà, c'est très bien. Nous en sommes là. Et dans cette société-là, dans cette société régie par les droits de l'homme, que les juges qui se prennent pour les prophètes de la nouvelle religion des droits de l'homme, les grands juges, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, au-dessus d'eux, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne, tous ces gens-là sont les prophètes de cette nouvelle religion, et ils passent leur temps à imposer à la société qu'elle se soumette aux droits de chaque individu. Et c'est dans cette société-là qu'arrive l'islam. C'est le nitrate et la glycérine. C'est-à-dire que dans cette société complètement déstructurée par un individualisme roi jusqu'au caprice, vous avez la dernière structure holiste, disait-on dans ma jeunesse, c'est-à-dire où le collectif prime sur l'individu, où le sociétal prime sur la personne, où la personne est niée au nom des droits de la structure collective et au-dessus de la structure collective de Dieu, c'est-à-dire que le Dieu impose à la personne une soumission absolue, d'ailleurs islam veut dire soumission, nous avons cette structure-là qui vient percuter notre société individualiste folle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une structure holiste qui donne un ordre à un individu, met un voile, et que cet individu vient dire à la société individualiste, mais c'est le droit de l'individu de mettre un voile, voyons. Vous ne pouvez pas interdire à un individu sa liberté, puisque vous interdisez pas à un homosexuel d'avoir un enfant. Un peu de logique. Qu'est-ce qui se passe? Le juge dit, mais vous avez tout à fait raison, madame, vous pouvez mettre un voile, vous pouvez mettre un burkini, vous pouvez imposer les signes d'une structure collective au nom de l'individu. Paradoxe extraordinaire, c'est ça que nous vivons. Nous vivons ça. C'est un moment unique, sans doute, dans l'histoire, où les droits de l'homme sont l'idiot utile de l'islam, c'est-à-dire ce qu'il rejette le plus. Il y a là un effet de fascination réciproque. C'est pour ça que l'islam est notre ennemi.
car il nous définit. Il définit ce que nous ne sommes plus. Il définit ce dont nous sommes éperdument nostalgiques, c'est-à-dire un ordre collectif. Et d'ailleurs, la fascination est réciproque. Dans cet ordre collectif tyrannique, totalitaire, qui régit chaque moment de la vie, évidemment qu'ils sont fascinés par la liberté anarchique que nous représentons. Il y a un phénomène de fascination réciproque. Et concrètement, cela se répand, cela se propage très facilement selon un triptyque que j'ai appelé invasion, colonisation, conflagration. L'invasion, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est quand des gens que vous n'avez pas invités viennent chez vous en masse. Aujourd'hui, on appelle ça des migrants. On appelle ça même des réfugiés. Moi, je parle un français un peu daté, j'appelle ça une invasion. Parce que des migrants et des réfugiés, on les accueille. Des réfugiés, on leur dit « mais oui, venez, on veut vous accueillir parce que vous êtes réfugiés ». Là, on ne leur a pas ouvert la porte, ils ont donné un grand coup de pied dedans et ils sont rentrés. Avec la complicité, vous l'aurez remarqué, de tout ce que j'appelle nos grands prêtres, c'est-à-dire politiques, médias, grands patrons, tous les maîtres de notre société que je vous ai décrite tout à l'heure, évidemment, nous forcent à ouvrir la porte. Il y a une espèce de dialectique encore absolument maléfique et poignante entre un peuple qui voit son avenir absolument menacé et des élites qui lui disent « mais non, tu vas voir, ça va être très bien ». Il y a là quelque chose d'assez fascinant aussi, d'assez terrifiant. Et ça, si vous voulez, nous avons donc une invasion et les complices de l'invasion. Ça, c'est la première étape. Les complices de l'invasion, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, des médias qui mettent à la une la photo d'un petit garçon mort sur une plage pour faire pleurer dans les chaumières. Et ça marche. Les trahisons médiatiques, politiques, je n'ai pas besoin de vous citer Angela Merkel avec sa décision en Allemagne d'ouvrir grand les portes de l'Allemagne aux réfugiés soi-disant syriens, qui sont pour la plupart africains d'ailleurs ou maghrébins, mais bon, il paraît qu'ils sont syriens. Donc, ça c'est la première étape. Et puis, nous avons ce que j'appelle la colonisation. Nous sommes, la France, à la pointe de cette colonisation. Nous sommes le pays d'Europe le plus colonisé. Qu'est-ce qu'une colonisation? C'est très simple là aussi. Encore une fois, j'essaye de parler le français le plus précis possible. Normalement, quand un étranger vient en France, qu'il veut devenir français, ce qu'on appelait jadis, il s'assimile. C'est-à-dire assimiler, ça veut dire devenir le même. C'est-à-dire qu'il s'imprègne du corpus culturel du pays et du peuple où il veut s'installer et à qui il veut s'agréger. C'est-à-dire qu'il fait sien la nourriture, le mode de vie, les relations amicales, les relations avec les femmes, l'histoire, les héros, même si les héros de ce nouveau pays ont été parfois les adversaires de son ancien pays. C'était ça. Encore une fois, j'ai connu encore cette époque-là. Et il y avait tous les enfants d'Italiens, d'Espagnols, de Belges, de Portugais, de Juifs polonais, de Pieds Noirs, de Juifs d'Algérie, etc., qui apprenaient la même histoire et qui s'imprégnaient des mêmes héros, même si ces héros-là
avaient fait le coup de feu contre leurs lointains ancêtres. Le rapport n'était pas celui du sang, il était celui de la culture. C'est ce qu'on n'a jamais voulu comprendre. La fameuse phrase « nos ancêtres les Gaulois », c'était ça. Évidemment que quand on était petit, on savait très bien que beaucoup d'entre nous n'étaient pas là en Gaule et qu'ils ne descendaient pas des Gaulois. Et d'autres ne savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas là aux croisades. Et d'autres encore savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas avec le Grand Condé à Rocroi ou avec Murat à la charge de cavalerie d'Eylau. Tout le monde le savait. Mais c'était nos héros. C'était nos héros, non pas parce que c'était nos ancêtres, mais parce que c'était nos ancêtres culturels et parce qu'on se les était appropriés. Ça s'appelle l'assimilation. Ça s'appelle l'histoire de France. Ça s'appelle la France. Comme disait Fernand Braudel, l'assimilation a permis l'intégration de générations d'immigrés. Vous voyez, il n'y avait pas à l'époque de contradiction dans les termes entre assimilation et intégration. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a inventé cette fausse distinction pour renoncer et pour éliminer l'assimilation. Donc, qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est tout simplement le refus de l'assimilation. C'est-à-dire que on vit comme vivaient nos ancêtres et non pas comme vivaient et comme vivent les descendants des ancêtres des Français. C'est exactement ce qu'ont fait les Pieds-Noirs en Algérie. Ils n'ont pas vécu comme les Arabes qui étaient là. On appelait ça des colonisateurs. C'est exactement ce qu'ont fait les Anglais en Inde. Ils ne vivaient pas comme les Indiens. Les Américains aux États-Unis, eux aussi, ils ne vivaient pas comme les peaux-rouges. Ça s'appelle tout ça des colonisateurs. Ils conquièrent un pays. Donc j'estime aujourd'hui que dans de nombreux quartiers de France, où on ne vit plus à la française, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mode de vie français, il n'y a plus de... les boutiques sont des boutiques halal, sont des boutiques islamiques, les vêtements sont de plus en plus des vêtements islamiques, les modes de vie sont islamisés, il n'y a pas une femme dans un café, les femmes doivent rentrer avant le couvre-feu, il y a des couvre-feux, comme sous l'occupation. Et c'est quand même simple, à la grande borne de Grigny, vous ne pouvez pas sortir après 18 heures. D'ailleurs, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas de la grande borne de Grigny. Même les policiers ne rentrent pas. C'est des enclaves étrangères sur le territoire français. Ce n'est plus le territoire français. Il est régi par une autre loi. On dit toujours, pour euphémiser, vous savez, c'est l'habitude de l'époque, des zones de non-droit. Ce terme m'amuse beaucoup. Parce que ce n'est pas des zones de non-droit, c'est des zones de droit. Il y a un droit, mais il n'est pas français. Il n'est plus le droit de la République française. Il est le droit islamique mis en œuvre par les caïds qui régentent cette zone. Voilà. Vous savez, il n'y a jamais des zones de non-droit, ça n'existe pas. Il y a toujours le plus fort qui vient et qui impose son ordre et qui impose son droit. Depuis l'origine des temps, vous savez, Pascal disait que c'était même l'origine du droit. Parce qu'on n'a pas pu faire ce qui était juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Pour que la paix soit, qui est le bien commun. Donc en fait, il y a la paix à la grande borne de Grigny. Il y a l'ordre. L'ordre règne à la grande borne de Grigny. Mais c'est l'ordre des bandes, des caïds, bénis, le plus souvent, par des imams et par l'islam. D'ailleurs, il faudrait nuancer car leurs rapports sont assez complexes, comme toujours. C'est un rapport à la fois d'alliance et de conflit. Mais ça, je dirais, c'est le conflit traditionnel entre le sabre et le goupillon, si j'ose m'exprimer ainsi. Même s'il n'y a pas de sabre, il y a une kalachnikov, il n'y a pas de goupillon, mais il y a un Coran, mais c'est quand même la même logique. Donc nous sommes là. C'est ce que j'appelle la colonisation. Et d'ailleurs, j'ai eu la grande joie de découvrir dans le dernier livre de confidence du président de la République que
j'avais quelqu'un en France qui était d'accord avec moi. Et c'était le président de la République lui-même, François Hollande. Oui, oui, mais vous ne riez pas, c'est la vérité. Il dit exactement ce que je dis depuis des mois et ce que je répète dans ce texte. Moi, je dis que nous allons à une guerre civile avec des régions en sécession. Lui, il emploie un autre mot, il dit ça finira par une partition. Alors, il ne faut pas lui demander ce qu'il a fait pour éviter la partition. Non. Il dit il faut être optimiste. Formidable. J'aime ce genre d'optimisme qui ne mène à rien. Mais voilà. Donc, si vous voulez, notre logique, elle est là. Elle est celle de la partition, pour parler comme le président de la République. Et vous comprenez mieux maintenant, dans cette logique-là, ce que viennent faire les attentats, qu'on nous présente comme des gestes de fous, de malades, de gens qui viennent de divorcer, de petits voyous qui n'ont rien dans la tête, etc., etc. Vous avez compris qu'il y a une logique. Évidemment, c'est le pendant de la colonisation. D'un côté, il y a une offensive démographique et culturelle, c'est ce que j'appelle la colonisation, et de l'autre, évidemment, le pendant logique de cette offensive, c'est la violence, c'est la guerre, c'est ce que j'appelle la conflagration. C'est historiquement impeccable, si j'ose dire. Au moins, l'islam avance logiquement selon les lois de l'histoire. C'est nous qui avons voulu sortir de l'histoire. Et donc c'est nous qui le payons. Il ne faut pas en vouloir à l'islam. Il fait, si j'ose dire, son travail logique, qui est inscrit dans son texte sacré, et qui est de convertir à l'islam le monde entier. Et quand il voit un ventre mou comme l'Europe, et dans ce ventre mou, le super ventre mou qu'est la France, d'autant plus que nous avons été terre d'islam, et vous savez que dans les principes islamiques, toute terre qui a été terre d'islam doit y revenir, hein, souvenez-vous de mon histoire de Dieu avant la création du monde, tout ça est très logique. Donc nous devons revenir terre d'islam, d'ailleurs, c'est Gilles Kepel qui nous l'a appris, nous avons été, vous ne le savez pas, mais nous sommes terre d'islam. C'est en tout cas ainsi qu'en ont décidé les frères musulmans depuis 1989. Dans ce cadre-là, il ne faut pas vous étonner des déclarations des uns et des autres. Quand vous avez un monsieur qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois, qui s'appelle Marwan Mohammad, qui est le patron du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France. Vous avez bien compris, évidemment, que l'islamophobie, c'est encore un mot pour interdire toute défense. C'est la cagophobe, comme dirait Philippe Muret. Hein. Homophobe, xénophobe, islamophobe. Je connais, j'ai l'habitude, moi. Je suis dans la cagophobe tout le temps. Quand vous avez ce monsieur qui déclare dans le journal Le Monde, il y a quelques jours, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont lu cet article très intéressant. Quand ce monsieur déclare, bon évidemment il considère que toutes les lois, les rares lois qui d'ailleurs ne sont pas appliquées, contre le voile, contre la burqa, etc., sont islamophobes. Pour lui, tout est islamophobe. Quand il dit que la France discrimine les musulmans car elle leur interdit de dire exactement ce que doit être la France et elle leur dit, voilà, l'identité française c'est ça, soit tu restes au dehors, soit tu la prends. C'est ce que je vous ai défini tout à l'heure dans l'assimilation. Et monsieur Mohammad poursuit en disant, mais voilà, nous sommes nés en France, nous avons donc le droit de définir l'identité de la France. L'identité de la France n'est pas figée et
l'islam est une religion française, le voile est un vêtement français et Mohamed est un prénom français. Fermez les guillemets. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à un enfant de boat people vietnamien qui viendrait nous voir et qui nous dirait, voilà, je suis né en France, donc j'ai le droit de façonner l'identité de la France comme je veux. Donc, le bouddhisme est une religion française, N Truong est un prénom français, et le sari est un vêtement français. On rigolerait bien 5 minutes. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, il y a 2 différences, vous avez compris. La première différence, c'est l'islam. La deuxième différence, c'est le nombre. Comme disait Engels à son ami Marx, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et là, vous avez typiquement une démarche colonisatrice. Vous avez typiquement un propos colonisateur qui n'a pas besoin, à la limite, de la violence des attentats qu'on a connus pour coloniser. D'ailleurs, si j'ai bien compris mes lectures, il y a des conflits internes. Les frères musulmans sont pour la version pacifique de la colonisation. C'est le mot, vous savez, d'un de leurs prédicateurs, El-Qaradawi, je crois, qui dit « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons ». Ça, c'est la version pacifique. C'est la version colonisatrice sans guerre, puisque les lois démocratiques, le fameux état de droit dont on nous rebat les oreilles, et la démographie, le nombre, donc la démocratie à la fin, permettra une domination sans faille. Et puis, il y a ceux qui donc ont commis les attentats dont on parle, qui estiment qu'un bon musulman doit suivre strictement les préceptes du Coran et doit imiter strictement ce qu'ils appellent l'homme parfait, c'est-à-dire Mohammed. Et le prophète Mohammed n'a pas été que prophète, il a été un prophète armé. Il a été un redoutable chef de guerre. Et vous remarquerez que toutes les actions dites terroristes de ces derniers mois ont été signées par des sourates du Coran, par des évocations de grandes batailles du prophète Mohammed. Car c'est un devoir pour chaque musulman d'imiter le prophète dans tout ce qu'il a fait, donc y compris dans ses nombreux actes de guerre, de pillage, de meurtre, d'exécution, etc. Et c'est une mission sacrée, le djihad étant une mission sacrée. Et quand vous savez que dans le Coran, tout ce qui est sacré doit être absolument réalisé, même ce qui n'est pas seulement de l'ordre du cultuel, c'est-à-dire de la prière, des pèlerinages et tout ça, mais même ce qui est de l'ordre du culturel, tout est sacré, tout est impérieux, tout doit être strictement appliqué. Donc vous comprenez que ces gens-là ne manquent pas de légitimité, en tout cas de légitimité religieuse. Donc nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau qui colonise, l'enclume qui tue. À partir de là, évidemment, tout dépendra de nous. Est-ce que on accepte de se soumettre, ce qui est sans doute la solution la plus confortable et la plus plausible? C'est-à-dire, est-ce que, vous savez, Léopold Sédar Senghor, le chef d'État sénégalais, disait à ses amis chefs d'État africains qui se plaignaient de la colonisation, il leur disait « Pour être colonisé, il faut être colonisable ». Donc, tout semble dire que nous sommes colonisables. Alors, est-ce que nous serons complètement colonisés ou est-ce que nous ne le serons pas? Je pense que la réponse appartient à chacun d'entre vous.
Alors, vous dites que vous ne parlez pas des Juifs, vous en parlez quand même. C'est vous qui m'en faites parler. D'accord. Je parle. Il y a un chapitre quand même où vous rappelez que, et on peut vous suivre tout à fait là-dessus, que l'assimilation des Juifs a été un exemple. Des Juifs français. En même temps, oui, Bien absolument. Sûr. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous dites que se dire un Juif d'affirmation, c'est déjà sortir du modèle, comme vous l'avez fait la dernière fois en recevant dans votre émission, c'est pas dans le livre. Ah non, allez vous le dire. Non, mais dans l'émission On n'est pas couché, vous receviez Bernard-Henri Lévy. Vous faites commencer quand même le communautarisme très tôt. Je veux dire, on sort du modèle dès lors qu'on se dit un Juif d'affirmation, dès lors qu'on se dit juif. Écoutez, j'ai écrit un livre, le précédent, qui est un roman, qui s'appelait Petit Frère, d'ailleurs pour lequel vous m'avez reçu. Absolument. Et dans lequel j'avais déjà expliqué tout ça. Je vais aller très vite, puisque je pense effectivement que le modèle assimilationniste français est très exigeant. Il n'est pas sans contrainte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'est pas sans danger, non plus, j'en suis conscient. Il est, ce qu'a défini le duc de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu. C'est ça le modèle français, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et les Juifs français l'ont adopté avec enthousiasme. Parce que ça les émancipait. Mais avec une certaine souplesse dans l'application. Non. Monsieur, vous savez bien. Pas du tout. Vous savez bien qu'il y a 20 ans, on pouvait mettre une kippa dans une cour de récréation. On pouvait vous me laissez pas finir. David ou Salomon. Oui, mais je ne parle pas d'il y a 20 ans. Non, mais laissez-moi finir. Je vous parle du modèle français israélite, c'est-à-dire au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Depuis les années 70, après la guerre des 6 jours, après mai 68, dans les années 70, il y a un mouvement dans les Juifs français pour desserrer l'étau assimilationniste et pour justement venir dans... Qu'est-ce que c'est la laïcité française? C'est la différence stricte entre l'espace privé et l'espace public. Quand vous me dites une kippa dans la cour de récréation, elle n'a rien à y faire. C'est la religion dans l'espace public, elle n'a rien à y faire. C'est aussi choquant qu'un voile. C'est aussi choquant qu'une burqa. Ça a très bien fonctionné jusqu'à présent parce que les Juifs ont été suffisamment intelligents pour s'assimiler tout en gardant une certaine culture. Ce n'est pas les Juifs qui ont été assez intelligents, c'est la République française qui a été tolérante parce qu'elle culpabilisait de la guerre 40. Seulement, derrière cette tolérance, ce dont se sont pas rendus compte les Juifs français, c'est qu'ils ouvraient un boulevard à une autre religion qui, elle aussi, ne connaît pas la différence entre le privé et le public, qui, elle aussi, n'a pas en plus l'histoire des Juifs français en France depuis des siècles, et qui veut s'affirmer, et qui, elle aussi, dit on veut comme les Juifs, on veut pouvoir avoir demander aussi des plats halal dans les cantines des écoles, dans les cantines des entreprises, partout. On veut pouvoir avoir des restaurants halal partout. On veut pouvoir sortir en voile. Islam d'affirmation, mon cher. Comme la calotte. Éric Zemmour. Voilà. Donc on arrête cette discussion parce qu'on sort du livre. Si, on sort du livre. Non, mais attendez. Je suis pas là pour venir parler de ça. Je suis venu parler de mon livre. Éric Zemmour, juste un mot là-dessus quand même. Moi, j'ai l'impression d'un peu de naïveté dans votre propos. Parce que je vais vous dire, vous êtes, vous évoquez votre judaïsme presque comme un israélite français, justement, chose que vous revendiquez, mais vous êtes dans le regard aujourd'hui de beaucoup de monde, quand on regarde un peu sur Internet, tout ce qu'on peut dire sur vous quand on vous attaque notamment, un sioniste, un juif, vous êtes peut-être plus encore étiqueté comme aujourd'hui un juif d'affirmation. Mais mon cher Yves, vous avez raison. Vous voyez? Mais ça c'est un argument trop facile. Bah oui, mais non, c'est un argument trop facile. C'est pas un argument trop facile, c'est la réalité des choses. Oui, c'est la réalité du débat aujourd'hui, tel qu'il a été. Oui, mais il faut aller au bout. Tel qu'il a été instauré par le communautarisme généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans de ce que je décris, effectivement, vous avez raison, on ne peut plus débattre aujourd'hui, on est d'abord ce qu'on est. Ça, c'est la conséquence de l'antiracisme, du droit à la différence, qui nous a ethnicisés, qui nous a communautarisés. Mais je l'ai raconté tout ça. Donc je suis la victime. Je suis la victime.
Attention, c'est pas la même chose. Je suis la victime de ce que je dénonce. C'est pas pareil. On peut pas me renvoyer ça en disant mais vous êtes un rigolo. Non, je suis la victime de ce que je dénonce et de ce que j'ai dit. Mais dans votre livre, à un moment donné, vous dites que vous posez des questions en tant que juif d'Algérie, originaire d'Algérie, et vous interrogez mais par rapport à votre identité juive. Mais l'assimilation ne veut pas dire la disparition de son identité juive. On est d'accord. On est d'accord. Heureux de vous l'entendre. Encore une fois, c'est pas évident dans ce que vous écrivez. Mais vous comprenez mal, pardonnez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. J'essaye d'écouter ce que vous dites et de lire ce que vous écrivez. D'ailleurs, c'est un livre qui est, qui est un livre bien écrit, qui est avec du style, qui est très pertinent sur bien des points, qui est un peu nostalgique, parce que vous dites mélancolie. Alors, bon, vous faites remonter la rupture à Waterloo. C'est vrai, vous dites que c'était mieux, la chanson française, c'était mieux Brassens, Ferré et je suis pas le seul à le dire. Et d'autres plutôt que la chanson contemporaine. Vous dites que Poussin, c'était mieux que Picasso. C'est mon goût. Non, que De Gaulle, c'est mieux que Malraux. Très bien. Non, mais attendez, c'est mon goût. J'ai le droit d'avoir excusez-moi, d'avoir un goût particulier. Très bien, très bien. Non, moi, je vous rejoins sur pas mal de choses. Bon, alors. On m'a demandé un jour comment j'étais français. J'ai dit par Hugo, par Brassens et par Rachy. Mais on sera d'accord sur Hugo. Ah, mais sur Rachy aussi. Non, mais Rachy, c'est un juif français qui existait ici depuis. Mais vous avez. Parce que quand vous parlez. Mais vous avez 100 fois raison. Aujourd'hui, ce serait communautarisme. Pas du tout. Il est très français. Il vivait en 1040. Mais voilà. Mais non seulement je vous suis, mais je vous approuve. Je vous rappelle que Rachy, en fait, a mis énormément de mots français dans ses commentaires de la Torah. Et qu'en plus, ce sont les rabbins français de Troyes qui ont imposé aux juifs français dès le XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, de renoncer à la polygamie pour s'aligner justement sur le modèle monogame chrétien. C'est exactement ce que je défends, exactement. Alors, oui. En plus, avec du style, avec une clarté bien d'accord, très française, avec exactement. Un amour du vin, il était vigneron. Et alors, mais on est d'accord là. À 1040. Mais on est bien d'accord. Il nous reste peu de temps et on va quand même essayer d'avancer un peu dans le débat parce que votre dernier chapitre, il est consacré beaucoup à la place de l'islam dans la République, à cette immigration d'origine notamment maghrébine. Et je vais citer une phrase de votre livre en page 247 qui dit « Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leur turban et leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, essayez d'agréger de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Français sont des Français, les Arabes sont des Arabes. » Ça, c'est une phrase du général de Gaulle que vous citez dans votre livre, qui est dans un certain contexte, qui est celui... On est en 1960, voilà, l'Algérie. La guerre d'Algérie. Bien sûr. Quand vous la reprenez aujourd'hui, et que vous semblez quand même plutôt adhérer à cette vision... Je pose une question, vous avez vu après. Vous posez une question. Je dis après, est-ce qu'il a... L'homme qui a toujours eu raison, est-ce qu'il aura raison encore pour ça? Alors votre réponse là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on n'arrive pas à se mélanger entre les Français et les Arabes en France, comment on fait? Écoutez, votre livre est un peu paniquant sur ce point. Ah non, mais mon livre est très pessimiste, je vous l'accorde volontiers. Écoutez, c'est très simple, c'est pas seulement, si vous me permettez, c'est un peu réducteur de dire que c'est sur l'islam, parce qu'en fait, je crois, dans mon dernier chapitre, avoir établi que nous retrouvons deux phénomènes fondamentaux de l'histoire de France, qui remontent à plusieurs siècles. Le premier élément fondamental, qui est le dynamisme démographique. C'est-à-dire que la France a toujours été la grande puissance démographique de l'Europe, jusqu'au XVIIIe siècle. On l'appelait la Chine de l'Europe. Il y a eu un creux au XIXe, comme par hasard, vous savez, à partir de 1812, de la campagne de Russie. Ça vous intéressera. Et que ce creux n'est reparti, vous savez quand? Ça va encore vous agacer, qu'en 1942. Et depuis, nous sommes le pays le plus dynamique démographiquement d'Europe. Dans 20 ans, nous serons 80 millions et l'Allemagne sera 60 millions. Donc ce dynamisme démographique redonne la prééminence à la France en Europe. Mais ce dynamisme démographique est fondé en grande partie sur, contrairement à ce que prétendent ceux que j'appelle les Lysenko de l'INED, qui nous disent que c'est 0,1% l'influence de l'immigration sur la démographie française, c'est comique. Donc, c'est évidemment
essentiellement sur l'immigration. Vous pouvez donner un chiffre qui est de 40 millions en 2050. Jean-Paul Gourevitch. C'est pas moi, hein, Jean-Paul Gourevitch, un démographe réputé, dit qu'il y aura entre 30 et 40 millions d'arabo-africains en France, sur une France donc de 80 millions. Hein, vous voyez les quotas. Si on n'a rien changé en Afrique, si il y a tout la même, les flux migratoires restent les mêmes, sûr, mais etc. tout ça va évidemment rester les mêmes. On est comme ça depuis 20 ans, vous savez. Bon, bref, passons. On n'est pas là pour parler politique. Non, alors, donc, premier élément, le dynamisme démographique. Deuxième élément, ce qui me fascine, ce qui me terrifie et me fascine, c'est que la France est le pays des guerres civiles. La France est le pays des guerres civiles, il y a beaucoup d'explications, des explications sociales, des explications historiques. Il y a une explication que je trouve très intéressante d'Emmanuel Todd, qui dit que c'est parce que nous sommes le seul pays à avoir deux modèles familiaux, à avoir eu longtemps deux modèles familiaux différents qui s'opposaient. Et là, aujourd'hui, nous retrouvons nos deux modèles familiaux entre le modèle exogame français, c'est-à-dire que ce que les anthropologues appellent l'échange des filles, vous savez, on donne nos filles, c'est le modèle français, et le modèle endogame musulman, qui garde ses filles pour les cousins. Donc vous voyez, il y a de nouveau deux affrontements de modèles familiaux. Merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une uniformisation de certaines régions, l'exemple typique étant la Seine-Saint-Denis, d'après Michel Tribala, la démographe que je cite, et qui va sortir un livre bientôt là-dessus, on aura dans 20 ans, dans 10 ans, 90% de la population de Seine-Saint-Denis, par exemple, qui sera arabo-musulmane. Africaine ou arabo-musulmane. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé avec les Juifs, d'ailleurs, qui quittent les quartiers, qui quittent la Seine-Saint-Denis après l'intifada de 2000, vous vous souvenez? Et les Français font ça depuis très longtemps. Tous les Français font ça depuis très longtemps. Depuis 20 ans, il y a un départ petit à petit qui s'accélère. Donc, il y a une uniformisation ethnique, religieuse, dans certaines régions de France. Et moi, je pense, au vu de l'histoire de France, au vu du dynamisme islamique aujourd'hui, qu'il y aura des revendications juridiques, politiques. Dans ces territoires. Dans ces territoires, et que, je finis, en général, on a déjà connu ça dans l'histoire de France. C'est quoi les revendications? C'est par exemple une autonomie, une différence. L'autonomie de la Seine-Saint-Denis. Mon cher Yves, l'islam ressemble en cela au judaïsme. C'est que sa loi religieuse est aussi son code civil. Enfin, les Juifs à Deauville, c'est une blague qui demande l'autonomie à Deauville. Hein, je vous le dis. C'est une blague, mais parce que, justement, on en revient à notre discussion de tout à l'heure. Les Juifs ont renoncé à ce que leur Torah soit le code civil. Donc, il y a une partie des musulmans qui n'ont pas renoncé à cela. Et donc, on le voit déjà en Angleterre, avec des revendications d'application de la charia, la religion est un code civil. Et je ne vois pas pourquoi ils ne demanderaient pas. C'est ça le danger. Et je vous disais, on a déjà connu ça en France. Le fameux siège de La Rochelle, vous savez, dans les Trois Mousquetaires, par Richelieu, c'est parce que La Rochelle, qui était une république, qui était une ville protestante, a demandé un statut de république autonome, en fait, avec des lois spéciales, avec une religion différente de celle des autres. Et ça s'est fini par un siège sanglant. Et ce que je dis, on revient à Rome, parce que la chute de Rome, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des populations immigrées, à l'époque c'est des Goths, des Wisigoths, qui venaient travailler depuis des siècles, et qui, à partir du IVe siècle, ont basculé dans la revendication d'autonomie. Ça s'est fini en des royaumes indépendants. Alors vous terminez en disant, il va y avoir une guerre civile, une menace de guerre civile. Voilà. Alors c'est quoi une guerre civile? Qu'est-ce que vous entendez par là? Une guerre civile, c'est une guerre civile. C'est-à-dire des affrontements. Vous savez André Gérin, le maire communiste de Clichy-sous-Bois, je crois, je ne dis pas de bêtises, dit dans son livre, ce que je vis à Clichy-sous-Bois, c'est tous les jours des actes de guerre civile. Quand il y a des émeutes de banlieue et qu'ils tirent sur des policiers, qu'est-ce que c'est? Je veux dire par là que ça, c'est très dangereux. Je crois que nous allons vers des situations dangereuses. Je ne dis pas que je le souhaite, je ne dis pas que ça va forcément arriver, je le crains. C'est ça que j'explique, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites de ces centaines de milliers aussi de musulmans qui vivent en France et qui s'intègrent et qu'on retrouve dans les universités, dans le monde associatif, maintenant en politique, qui deviennent ministres, vous avez tout cela qui sont peut-être aussi l'espoir de l'intégration. Vous avez tout à fait raison, ils sont l'espoir de l'intégration. Mais ils ne sont pas dans votre livre. Hein. Ah, ils ne sont pas dans mon livre parce qu'ils sont dans mon livre. Eux aussi, dès qu'ils peuvent, ils fuient ces quartiers. Eux aussi, vous avez tout à fait raison. Il y a une partie des musulmans aujourd'hui qui fuient comme leurs compatriotes catholiques, juifs, qui fuient ces quartiers. Vous avez tout à fait raison. Et eux, ils veulent s'intégrer. Ils veulent
adopter le modèle Il y a beaucoup de français. juifs qui sont partis de Sarcelles à Neuilly aussi. Mais bien sûr, mais vous voyez, bien sûr. parce que Mais bien sûr. à un moment donné aussi, Oui, le ghetto fatigue. oui, le ghetto fatigue. Et puis quand on réussit dans Mais la vie, non, mais vous avez raison. pour reprendre une formule Mais de vous Jacques avez- Séguéla, on part à Neuilly. Absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est pas seulement parce qu'on réussit. On réussit un peu mieux, oui, mais c'est aussi parce que la vie devient impossible, qu'il y a une empreinte et une surveillance des filles par les grands frères, des imams qui surveillent, sans parler des bandes de délinquants. L'ambiance est difficile, tout le monde le sait. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de musulmans qui veulent devenir français, qui veulent vivre à la française, mais qui fuient eux aussi. Alors Éric Zemmour, on a encore beaucoup de questions à vous poser, mais on est obligé d'arrêter là. D'abord parce qu'on ne peut pas évoquer des problèmes politiques, c'est le premier tour des élections régionales. C'est dommage d'ailleurs que votre livre ne soit pas paru pendant ou avant le lancement du débat sur l'identité nationale, parce que c'est vrai qu'il évoque le débat sur l'identité nationale finalement focalisé sur l'immigration, et vous évoquez le problème, la question culturelle, la question historique, la question démographique, et voilà, c'est un livre qui a du style en plus, il y a une culture historique, il y a beaucoup de choses qui irritent, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et en tout cas je ne suis pas d'accord, et je l'ai exprimé tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Mélancolie française aux éditions Fayard de Noël. Comme je vous le disais, à l'européenne, c'est-à-dire avec des États-nations qui incarnent des projets civilisationnels et qui ne veulent pas céder et qui utiliseront un jour les armes pour ne pas perdre leur impérium. Et puis, nous avons, et nous vivons, et là nous sommes en première ligne, et vous allez le comprendre pourquoi, nous vivons un autre conflit de civilisation, une autre guerre de civilisation entre l'Europe et l'islam. C'est d'ailleurs mon seul désaccord avec Huntington. Huntington dit l'Occident, je comprends très bien pourquoi. Il a raison stratégiquement d'ailleurs, puisque les Américains gouvernent les Européens et donc sont aux ordres des Américains. Mais il a tort parce que sur un point, c'est-à-dire que je pense que c'est l'Europe qui est la cible. Et ce ne sont pas les États-Unis qui sont trop puissants et qui sont trop bien protégés. En revanche, l'Europe est la cible d'une guerre de civilisation que nous mène l'islam, qui a ses racines très profondes, qui remontent tout simplement au début de l'islam, au 7e siècle, au 8e